Honnêtement, mon émission aurait pu commencer ici. C'est cette année que le cinéma connaît une véritable bascule. C'est cette année que l'on passe définitivement du court au moyen métrage. Je parle de bascule car cette multiplication de la durée et des moyens mis en œuvre pour la création cinématographique s'est faite d'un coup. D'une année à l'autre, je me retrouve avec des métrages qui durent en moyenne entre 35 et 40 minutes, là où ces durées étaient encore anormales en 1910. J'ai 4 pistes pour expliquer pourquoi les films ont vu leur durée s'allonger, mais pas grand chose qui explique pourquoi cette évolution a été aussi peu graduelle. La première piste, c'est l'évolution technologique. J'ai évidemment la flemme de rentrer dans les détails techniques, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les caméras sont devenues bien plus performantes et que la minute de captation cinématographique est devenue beaucoup moins chère. Ma deuxième piste concerne les cinéastes eux-mêmes, qui à force de maîtriser de mieux en mieux la grammaire cinématographique, ont pris la confiance et se sont dit qu'ils étaient capables de captiver un public sur un espace de temps beaucoup plus long. À l'heure où j'écris ces lignes, je ne me suis pas encore plongé dans les œuvres que j'ai sélectionnées, on verra bien s'ils tiennent leurs promesses. La troisième raison concerne le public. Le cinéma est maintenant un art bien plus populaire et installé qu'au tout début du siècle. Certains métrages commencent à devenir de vrais succès, rapportant beaucoup de ressources financières. Dès 1909, on commence à construire massivement des lieux exclusivement réservés à la projection cinématographique et c'est instantanément très rentable. Contrairement à des pièces de théâtre ou à des opéras où tu ne peux avoir qu'une seule représentation en même temps, les comédiens et les musiciens ne pouvant évidemment pas se dédoubler, avec le cinéma, on peut, si on le souhaite, diffuser la même œuvre dans plusieurs endroits différents, voire dans plusieurs pays différents, et en simultané. Faut se rendre compte de la dinguerie que c'est. D'un coup, le ratio coût d'une projection aux rentrées d'argent d'une salle comble devient absurde. Surtout qu'entre 1908 et vers 1915, le cinéma, c'est un modèle économique vertical. Les 5 sociétés majeures de production que sont Pathé, Gaumont, Edison, Biograph et Vitagraph gèrent à la fois la production, donc la création des films, la distribution, donc faire en sorte que les copies du film voyagent un peu partout dans le monde, ainsi que l'exploitation des salles. Ces sociétés possèdent leur propre réseau de salles de cinéma, et ce sont bien souvent les salles les plus importantes sur le marché. Conséquence, ces rentrées d'argent monstrueuses est directement réinvesties, à la fois dans la création de nouvelles salles de cinéma, et dans le budget de création cinématographique. Évidemment, ce modèle économique émerge avec son lot de problèmes, dont un que l'on appelle le monopole. Un monopole qui bloque toute concurrence, et qui permet aux sociétés d'avoir les pleins pouvoirs sur la production des films. Ce n'est pas tout de suite que l'on attribuera la qualification d'auteur aux cinéastes. Un monopole d'ailleurs qui finira par s'effondrer vers 1915, laissant la place aux premiers grands studios hollywoodiens. Bref, globalement, le cinéma saute à pieds joints dans une ère d'emballement et de course au grand spectacle, pour mon plus grand plaisir. Mais évidemment, le cinéma ne se conjugue pas uniquement à la démesure et au grand spectacle, comme on pourra le voir plus tard. Parfois même des œuvres plus intimistes peuvent nous attraper, et c'est précisément le cas de La Tare, réalisée par Louis Feuillade. Ce moyen-métrage d'une quarantaine de minutes fait partie d'une saga nommée La vie telle qu'elle est. Une saga de films où Louis Feuillade représente des drames réalistes inspirés de la vie quotidienne. La Tare nous fait suivre Anna, travaillant en tant que serveuse dans un dancing parisien. Elle a ensuite l'opportunité de travailler dans un hôpital caritatif, et elle devient rapidement très compétente, indispensable à l'établissement, jusqu'à en devenir la directrice. Malheureusement, un habitué du bar apprend le nouveau statut social de Anna et va tout faire pour la faire chuter. Si je m'attarde sur le scénario, c'est parce que La Tare révèle un vrai problème social très présent dans la France des années 10 et dont je n'avais pas vraiment conscience. C'est à quel point la population est attachée au principe des classes sociales. Dans ce film, Anna est une transfuge de classe, une personne qui vient d'un milieu prolétaire et qui parvient à mettre un pied dans la bourgeoisie. Si aujourd'hui l'ascension sociale est très majoritairement saluée, le jeune rebeu de la cité qui parvient à monter en empire, ce sont des histoires que l'on aime entendre. À l'époque, notre statut social de base déterminait notre normalité de manière beaucoup plus insidieuse. Anna est ici perçue comme une anomalie, comme un élément qui n'est pas à la bonne place et qu'il faut absolument remettre dans la bonne case. À la fois rejetée par la classe dominante, puis rejetée par la classe dominée, car ayant trahi entre guillemets sa classe d'origine. D'ailleurs ça c'est assez fort je trouve. Voir que même ses proches prolétaires ne la soutiennent pas montre bien que cette situation n'est pas vraiment perçue comme un problème. C'est juste la normalité de notre système que Louis Feuillade dépeint avec beaucoup de justesse et de nuance. Tout le monde y perd, mais tout le monde l'accepte, car au moins c'est un système très simple à comprendre. Si La Tare ne brille pas vraiment par ses qualités cinématographiques, le discours qu'a Louis Feuillade sur notre rapport aux classes sociales et l'interprétation des deux comédiens principaux
notamment dans cette scène de tentative de suicide où René Carl est saisissante de justesse, le film a vraiment réussi à me captiver, voire à un peu m'émouvoir, et a réussi l'exploit de ne pas m'ennuyer pendant ces plus de 40 minutes de gens qui parlent. Et ça, c'est vraiment balèze. C'est vraiment pas tous les films qui y arrivent, en particulier les drames danois interminables et inintéressants que j'ai mangés. Mais bien sûr, tous les réalisateurs ne sont pas encore passés sur un format de moyen métrage, notamment l'américain Winsor McCay avec son film Little Nemo. Alors là, on est sur un concept extrêmement spécial. C'est un film quasiment documentaire où l'on va suivre le processus créatif d'un cartoon. Le film nous montre littéralement un film d'animation d'à peu près 1 minute, ainsi que tout son making-of. Et c'est passionnant. On les voit réfléchir sur le film en question, utiliser les outils et les techniques de l'époque, la création des premières ébauches. Ça nous rappelle dans un premier temps que l'art est une affaire d'humains, avec leurs contraintes, leurs galères et leurs émotions. Et aussi, c'est la première fois qu'est montré au grand public les coulisses de la création cinématographique. Tout ça c'est très chouette, mais en plus, on peut assister au film d'animation lui-même. Et c'est à son époque le film d'animation le plus abouti techniquement. Un large cran au-dessus de tous les autres. La précision du trait et la fluidité du mouvement sont remarquables. C'est généreux dans sa mise en scène, ça fourmille d'idées nouvelles, comme cette notion de perspective vers 11 minutes. Il y a un jeu sur les couleurs, sur la physique irréaliste des personnages. Ils sont littéralement en train de poser les bases de ce que sera l'explosion du cartoon vers la fin des années 20. Encore une fois, en termes de scénario, c'est complètement expérimental. Il n'y a pas vraiment de trame narrative. Le but, c'est vraiment de s'amuser avec une nouvelle technologie. Sans aucune transition, je vous propose de passer à la 3e place de l'année 1911. Une 3e place qui marque le début de la domination du cinéma italien dans cette vidéo et probablement des vidéos suivantes. Sur la 3e marche du podium, j'avais envie de vous parler de la première adaptation cinématographique de Pinocchio. Réalisé par Giulio Antamoro, le film est une adaptation relativement fidèle de l'œuvre originale écrite en 1881. On y suit Geppetto donnant vie à sa marionnette de bois. Marionnette qui va prendre vie, développer une conscience propre et commencer à faire n'importe quoi. Et le premier truc sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est sur le plaisir visuel que procure la destruction de décors. Je sais que c'est une passion bizarre que j'ai, mais voir Pinocchio commencer à tout casser me fait sincèrement rire. Le fait qu'il ne soit pas conscient du bordel qu'il provoque, le fait que les habitants n'arrivent pas à le stopper alors qu'ils sont littéralement 30, le fait que l'interprète de Pinocchio soit dans une forme olympique pour proposer des cascades toujours plus absurdes, ouais, je suis sincèrement amusé et diverti. En vrai, le film est assez long et le scénario ne m'intéresse pas vraiment. Donc on va aller de point positif en point positif, de façon plus ou moins chronologique. Déjà, il y a une volonté de faire souffrir Pinocchio qui m'amuse beaucoup. Dans l'ordre, ses jambes vont cramer, on va le réduire à l'état de chien, on va le pendre à un arbre, j'ai l'impression d'être devant le début de Sinisters. On va le mettre en tôle, il va se faire dévorer par une baleine, se faire canoniser. Comment ils ont fait ce plan? Être ironiquement réduit à l'état de marionnette, et le pire du pire, se métamorphoser en âne. Une scène qui m'avait énormément marqué d'ailleurs, dans le film de 1940. Quel cauchemar ce truc. Bon, vous l'aurez compris, le film est très dense en péripéties, et le problème, c'est que ces péripéties manquent de lien entre elles. Tu peux littéralement virer de gros segments du film sans que cela n'impacte la trame globale. Le film reste très sympa à suivre. Par exemple, j'aime beaucoup le travail effectué sur le décor dans le ventre de la baleine. Tu sens vraiment la saleté, l'humidité et l'inconfort de l'endroit. Tout le segment sur les soldats en casse-noisette est très sympa. La transformation en âne est vraiment mise en scène de sorte à ce que l'on te fasse ressentir l'angoisse et la détresse de la situation. Après, c'est un sujet auquel je suis particulièrement sensible. Le règne animal, par exemple, est l'un des films qui m'a le plus angoissé ces dernières années, justement par l'aspect dégénérescence mentale de la métamorphose. Bref, Pinocchio, c'est très sympa, c'est très divertissant, mais c'est vraiment pas ce que l'Italie a fait de meilleur cette année. À la 2e place du podium, j'avais besoin de ma dose de bagarre. Et le film La caduta di Troia, réalisé par Giovanni Pastrone, m'a particulièrement séduit. On avait déjà parlé de Giovanni Pastrone dans mon émission. C'est lui qui avait réalisé Giulio Cesare, dont j'avais parlé dans mon épisode de 1909. Le réalisateur revient donc cette année avec ce film de 28 minutes où on nous raconte comment les Grecs ont réussi à s'emparer de la ville de Troie, notamment grâce à cette célèbre stratégie du cheval de Troie. Alors bien sûr, on n'est pas en face d'une reconstitution historique rigoureuse. Le film s'inspire véritablement du mythe de cette bataille telle qu'elle a été contée à travers la littérature antique, et se l'approprie pour créer son propre mythe. Et ça donne donc les scènes de bataille les plus stylées que j'ai vues jusqu'à maintenant. Déjà, la qualité de la copie est assez correcte. Notre regard peut vraiment se concentrer sur les détails sans subir une terrible agression de pixels. Ensuite, la composition des plans est hyper soignée. Tous les décors transpirent de richesse et d'élégance. Il y a une vraie notion de volume, une profondeur de champ qui nous semble tangible. Notamment ce plan vers 16 minutes,
que je trouve incroyable d'ingéniosité et de grandiose. Le film n'hésite pas à prendre de la distance, rendant l'action impressionnante et visuellement très stimulante. Le film joue également beaucoup avec les filtres de couleurs, tantôt vert pour créer de la tension, tantôt rouge pour souligner la violence des affrontements. Concernant la question de comment on filme, La Caduta di Troia y répond par le grandiose et la précision. Maintenant, comment gère-t-il la question de qu'est-ce qu'on filme ? Eh bien là aussi, le film excelle à tous les niveaux. Les moyens investis pour rendre les batailles tangibles sont vraiment impressionnantes. Les décors sont massifs, certains plans comptent plusieurs centaines voire un millier de figurants, on fait partir plusieurs bateaux de guerre en même temps et on soulève de la poussière pour créer de la confusion. Le premier assaut fait très vrai pour un détail tout bête, j'ai l'impression que les figurants se prennent de vrais rochers dans la tronche. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, car ça a vraiment l'air de tomber à la même vitesse que des rochers normaux. Je ne sais pas comment ils ont fait. Lors du deuxième assaut, on a de grandes mêlées au corps à corps, des plans magnifiques sur la ville en train de brûler, des plans uniquement constitués de rouge et de noir pour signifier à peu près toutes les émotions négatives qui existent, un décor qui va s'effondrer, c'est juste dingue. La Caduta di Troia est pour l'instant le meilleur film de guerre et d'action que j'ai vu depuis le début de l'émission. Absolument sublime et d'une générosité inédite pour l'époque. Et malgré ça, on n'a toujours pas parlé du meilleur film de 1911, ni du meilleur film italien de 1911 par ailleurs. Quand je vous disais qu'au début des années 10, l'Italie met une vitesse monumentale au reste de l'industrie cinématographique, je ne mentais pas. On va donc parler dans cette première place de l'Inferno. Évidemment que l'Inferno, réalisé par Giuseppe De Liguoro, est le meilleur film de 1911. On pourrait même le considérer aujourd'hui comme le tout premier grand film de l'histoire du cinéma. L'Inferno, c'est plus d'1h05 de plans et d'idées visuelles, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. 1h05 dans lesquelles on va suivre le voyage de Dante, accompagné du poète Virgile, à travers les 9 cercles de l'enfer tels que décrits dans la Divine Comédie écrit par Dante Alighieri. Le projet est absurde d'ambition, mais Giuseppe De Liguoro, on va dire que c'est un habitué de la démesure. Il a réalisé la même année le film L'Odyssée, la première adaptation cinématographique de l'Odyssée d'Ulysse. Un film d'ailleurs dans lequel je suis resté très en dehors. La faute à une qualité de la copie épouvantable. Concernant l'Inferno, je vais pas vous mentir, je n'ai vraiment pas tout compris. Je n'ai pas lu l'œuvre originale et j'ai une culture et une éducation religieuse quasiment inexistantes. Donc énormément d'éléments, probablement toute la charge émotionnelle du film, m'ont échappé. Il ne reste donc plus que le pur plaisir visuel, et là oui, visuellement, le film est incroyable. Il est incroyable dans ses plans d'ensemble, qui ressemblent véritablement à des tableaux animés. Des tableaux d'une noirceur et d'un désespoir étouffant. Des marées de corps qui n'ont plus rien d'humain, qui gesticulent dans tous les sens, prisonniers d'un cauchemar éternel. Des plans vraiment angoissants, à constamment se demander mais qu'est-ce qui se passe dans cette scène ? C'est déroutant d'ailleurs d'être persuadé qu'il y avait une censure morale très forte dans l'Italie des années 10, puis de voir cette foule d'humains complètement nus, avec parfois leurs parties génitales vraiment apparentes. En plus de la nudité, j'ai été assez marqué par la violence physique du film. Cette scène où ce personnage se fait brûler les yeux me reste beaucoup en tête. Le comédien parvient très bien à retranscrire le niveau de douleur et de panique qui suit un tel châtiment. Vers la toute fin du film, on a ce plan qui a peut-être inspiré un certain Hajime Isayama 100 ans plus tard. Ce qui m'impressionne également, c'est tout le travail accompli pour créer une représentation de l'enfer qui soit à la fois crédible et palpable. Le travail des corps évidemment, mais également le travail des décors. Jouer sur les perspectives pour créer une impression de gigantisme, tout l'aspect rugueux de la pierre et du bois pour transmettre l'idée que cet endroit n'est jamais agréable nulle part, le travail de la pluie, déjà très impressionnant dans l'Odyssée, le travail du feu également, suggérer des volcans grâce à des superpositions de plans, le travail des effets spéciaux aussi est dingue, que ce soit pour les animaux en début de film, ces corps qui se déplacent en l'air, ces gens amputés et cet homme qui tient sa propre tête, il y a trop de trucs. Avec ce film, l'Italie en 1911 est au sommet de l'ambition cinématographique. Aucun autre pays, même les États-Unis, ne peut regarder l'Italie dans les yeux et lui dire en face « Mon cinéma est plus puissant que le tien ». En plus, c'est un film qui a vraiment bien marché, salué principalement pour ses visuels, rappelant beaucoup les illustrations de Gustave Doré. C'est un film dont la distribution et l'exploitation en salle auraient rapporté à peu près 2 millions de dollars dans le monde. Et pour l'époque, c'est gigantesque, probablement le plus grand succès financier de l'année. Bref, l'Inferno c'est un voyage esthétique d'une puissance rare, un film à l'ambition démesurée qui prouve la toute-puissance du cinéma italien. Voilà donc qui conclut l'année 1911, une année qui aura été marquée par la démesure, par une volonté de repousser les limites du langage cinématographique et de l'ambition technique toujours plus loin. C'est vraiment pour cette sensation que j'ai commencé la création de cette série, pour cette sensation de voir l'art qui me passionne le plus petit à petit prendre forme, petit à petit se moderniser, s'élaborer, se diversifier
et d'avoir cette constante impression que l'année suivante sera encore meilleure. En tout cas, j'ai très hâte d'y être, et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée.